Pour la deuxième fois de son histoire, le Suriname participait à la Gold Cup. Et s'il a séduit, notamment lors de cette incroyable course-poursuite face au Costa Rica, ou encore lorsqu'il a un temps accroché le Mexique, ce que l'on retient, c'est que c'est surtout une nouvelle étape de franchie par une sélection qui va désormais se consacrer sur le dernier tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, dans lequel cette sélection est engagée. De telles performances remettent donc le Suriname sur le devant de la scène, et surtout permettent de toujours poser une question, mais que fait donc ce petit pays d'Amérique du Sud dans la zone de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes? Bienvenue dans le 8e épisode de la saison 3 de Temps Additionnel. Faisons tout d'abord un petit rappel géographique. Le Suriname, comme le Guyana, dont on va parler dans cette vidéo, et la Guyane française, forment un petit îlot, bordé au nord-ouest par le Venezuela, au sud par le Brésil. Difficile donc de faire moins sud-américain que cet îlot-là. Avant de continuer dans la vidéo, je ne parlerai pas de notre chère Guyane française, pour une raison toute simple, c'est que la Guyane ne peut pas participer aux éliminatoires pour la Coupe du Monde, elle bénéficie d'une dérogation, elle a été inscrite au sein de la CONCACAF, demande de la FFF, qui n'a pas forcément, ou en tout cas on ne trouve pas de traces, demandé son inscription dans la zone CONMEBOL. On va donc mettre de côté la Guyane pour se concentrer sur deux pays qui, eux, peuvent participer aux éliminatoires pour la Coupe du Monde dans la zone CONMEBOL, Suriname et donc Guyana. Alors donc se pose une question. Que font-ils en CONCACAF et pas en CONMEBOL? Je rappelle, CONCACAF, Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, CONMEBOL, Amérique du Sud. Souvent, deux réponses, deux arguments nous sont donnés. Le premier est sportif, il est d'ailleurs le plus utilisé notamment en Amérique du Sud. Le deuxième est historique. L'argument sportif consiste à dire que ces deux formations, ces deux sélections, ne sont pas des nations de football et surtout n'ont pas un niveau suffisant pour s'exprimer dans la CONMEBOL et ont donc trouvé refuge dans une CONCACAF qui leur était, entre guillemets, plus adaptée. L'argument historique, il est simple, il consiste à dire que les fédérations, les sélections nationales sont arrivées bien trop tard pour pouvoir intégrer la CONMEBOL. Regardons donc un petit peu plus en détail. Le Guyana a d'abord été colonisé par les Néerlandais au XVIIe siècle avant d'être cédé aux Britanniques vers la fin du XVIIIe. Il devient Guyane britannique et malheureusement une terre d'esclavage et prend son indépendance en 1966. Si sa fédération de football est créée en 1902, elle est la quatrième plus ancienne des Amériques, elle ne rejoint la FIFA cependant qu'en 1970. Un peu tard, me direz-vous. Du côté du Suriname, le premier contact avec les Européens se fait avec les Espagnols au XVIe siècle, avant que les Britanniques puis les Néerlandais s'y implantent. Ce sont ces derniers d'ailleurs qui vont le céder définitivement aux Britanniques, en échange notamment d'une région des Amériques très au nord, qui s'appelle à l'époque la Nouvelle-Hollande, dont la capitale, Nouvelle-Amsterdam, va devenir New York. On est donc sur une colonie néerlandaise jusqu'à l'indépendance du pays acquise en 1975. En termes de football, la fédération surinamaise est créée en 1920, en tout cas celle actuelle. Elle rejoint la CONCACAF en 1961 puisqu'elle est l'un des membres fondateurs de cette zone. On y reviendra dans un instant. Mais à la différence de Guyana, la fédération surinamaise de football, elle, est affiliée à la FIFA depuis 1929, ce qui commence déjà à mettre un petit coup du côté de la CONMEBOL sur l'argument historique. Je rappelle, à titre de comparaison, que la fédération colombienne est affiliée à la FIFA en 1936 et que la fédération actuelle du Venezuela est affiliée en 1952. Et justement, le Venezuela, c'est l'argument principal pour venir contrer ces deux éléments, historiques et sportifs, venant à expliquer le rejet du Suriname et du Guyana. Premièrement, sur la terre de football. Si le Suriname est une terre de football, si le Guyana est une terre de cricket, le Venezuela est une terre de baseball, tout simplement. La fédération, elle, son ancêtre, est créée une première fois en 1937. Elle est d'ailleurs à l'époque soutenue par le Costa Rica qu'elle affronte depuis quelques années lors des Jeux centro-américains et des Caraïbes. Tiens donc. Ces premières rencontres avec l'Amérique du Sud se font lors des Jeux bolivariens où l'on voit le Venezuela affronter le Pérou, la Bolivie, la Colombie et l'Équateur. La fédération vénézuélienne demande d'ailleurs une invitation pour participer à la Copa América dans les années 40, et elle ne rejoint la CONMEBOL qu'en 1953, un an donc après l'affiliation de sa structure actuelle, en 1952. Pire, pour l'argument historique, le Venezuela attend 12 ans pour participer aux éliminatoires de la zone CONMEBOL, et attend 14 ans pour participer à la Copa América. C'est-à-dire que lorsqu'il participe à sa première Copa América en 1967, Suriname
et Guyana ont déjà leur indépendance footballistique, bientôt pour l'affiliation pour Guyana, mais surtout, tous deux sont déjà membres de la CONCACAF. Difficile dans ces conditions de maintenir l'argument historique. Alors regardons un petit peu le sportif et gardons quand même le focus sur le Venezuela et les premières années notamment du Venezuela. Sur le plan du football, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler l'importance des joueurs binationaux issus du Suriname ou issus de la communauté surinamaise, notamment dans l'histoire du football néerlandais. Là n'est pas le débat, et puis il y a des arguments qui expliquent aussi pourquoi certains ont choisi les Pays-Bas plutôt que le Suriname parce qu'il y avait une gestion particulière des binationaux. Ils étaient interdits tout simplement au Suriname pendant très longtemps, mais on ferme la parenthèse, là n'est pas le débat. On va regarder quand même du côté du Venezuela les premiers résultats sportifs. Je le disais, le Venezuela a attendu 14 ans pour participer à sa première Copa América et le Venezuela a attendu 14 ans pour remporter une victoire dans un match de compétition face à un autre pays du Sud, c'était la Bolivie, en 1967 donc, et une victoire 2-0. Et cette victoire face à la Bolivie en 1967, dans le cadre de la Copa América, est la seule dans cette épreuve du Venezuela pendant 40 ans. Et oui, il faut attendre 2007 pour retrouver une victoire vénézuélienne en Copa América, et d'ailleurs c'est à nouveau face à la Bolivie. Pire, cette victoire, face de 1967, va rester pendant très longtemps la seule, puisqu'il va falloir attendre 1981 pour voir le Venezuela battre une autre équipe d'Amérique du Sud dans le cadre d'une compétition officielle. Pendant ce temps-là, il y a des résultats qui piquent un petit peu. On peut citer par exemple la Copa América 1975, où le Venezuela prend 4-0 et 5-0 face au Brésil, puis 4-1 et 11-0 face à l'Argentine. On va rappeler aussi qu'en 70 matchs de Copa América disputés par le Venezuela, il n'y a eu que 8 victoires pour 45 défaites. Alors il n'est pas question de remettre en question, justement, la présence du Venezuela dans la CONMEBOL, tant elle semble naturelle finalement, et surtout, en pointant ces résultats des premières années, on en est loin aujourd'hui, le Venezuela est un candidat sérieux pour une qualification mondiale, par exemple pour la Coupe du Monde 2026. Mais ces chiffres illustrent quand même à quel point il est difficile de venir rejeter Suriname et Guyana au prétexte de résultats qui seraient trop négatifs. Et donc finalement, la raison, elle est à trouver ailleurs. Et en fait, cette raison tourne autour de 2 points. Des éléments géographiques, oui, des éléments géographiques, et surtout des éléments culturels. Les éléments géographiques, ils sont simples, ils se nomment Amazonie, et c'est une énorme barrière qui sépare, qui isole cet îlot du reste du continent, si on peut parler de continent sud-américain, et notamment du Pérou, du Chili, de l'Argentine, et qui rend les voyages dès les premières années extrêmement compliqués, au point qu'il est plus facile pour le Suriname ou pour le Guyana de se rendre dans la zone des Caraïbes que de se rendre par exemple en Bolivie. Et donc forcément tout cela va limiter un petit peu les échanges, d'autant qu'à cela, à cette contrainte géographique lourde, il va falloir ajouter une contrainte culturelle. Le Guyana et le Suriname n'ont pas de langue latine, ce sont les seuls pays d'Amérique du Sud qui n'ont pas une langue latine. Je rappelle que la langue principale du Guyana est l'anglais, celle principale du Suriname est le néerlandais. 2 langues que l'on retrouve dans la zone caraïbe voisine, l'anglais est la 3e langue la plus parlée, derrière l'espagnol et le français, et le néerlandais est la 4e. Ce qui explique aussi ces proximités culturelles, donc, de langue, linguistique, et forcément vont en découler des proximités économique. Guyana et Suriname font partie de la communauté caribéenne, la CARICOM, dont le siège est situé à Georgetown, au Guyana. Membre fondateur d'ailleurs avec la Barbade, Trinité et Tobago et la Jamaïque, membre fondateur de la CARICOM. Cette CARICOM, elle vise à construire un espace de libre-échange, justement autour d'un marché commun, en quelque sorte, et on peut le dire ainsi, la CARICOM, c'est l'Union européenne sauce Caraïbes. Et le Suriname, lui, fait partie des États membres. Notez d'ailleurs que les citoyens de ces 2 pays possèdent un passeport de la CARICOM qui leur permet de voyager librement à travers tous les pays membres de cette communauté. C'est donc cette plus grande proximité avec l'Amérique centrale, et en particulier avec les Caraïbes, qui va finalement s'appliquer au football, puisque le Suriname, par exemple, devient membre de la Confederación Centroamericana del Caraíbe y Fútbol, créée en 1938, et c'est cette confédération qui va fusionner avec la NAFC, la North American Football Confederation, pour fonder la CONCACAF en 1961. On a donc une proximité culturelle, une proximité de langue, une proximité géographique, finalement, et c'est pour cela, et uniquement pour cela, que Guyana et Suriname, ce petit îlot isolé au nord-ouest, au nord-est de l'Amérique du Sud, va rejoindre plutôt la CONCACAF que la CONMEBOL. Alors est-ce qu'il existe des liens quand même entre ces 2 pays et les voisins du Sud? Depuis 2013, Guyana et Suriname sont associés au Mercosur,
comme le Chili, la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Je rappelle que Argentine, Brésil, Bolivie, Paraguay et Uruguay sont membres permanents du Mercosur. Ces deux pays, Suriname et Guyana, sont aussi membres de l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASUR, qui a repris son cours en 2023 et qui vise, je cite, à construire une identité et une citoyenneté sud-américaine. Étonnant, mais donc sous-entend qu'il y a peut-être quelques petits liens. Mais finalement, bien qu'accrochés solidement à ce bloc continental, Guyana et Suriname sont culturellement, économiquement et géographiquement plus proches des Caraïbes, et donc expliquent pourquoi il est plus naturel de les retrouver en CONCACAF plutôt qu'en CONMEBOL. Ce n'est donc pas une question de niveau, ce n'est donc pas une question d'arrivée tardive dans l'histoire, uniquement la combinaison de ces facteurs géographiques, économiques et culturels. Reste donc une question que vous vous posez sans doute. Guyana et Suriname ont-ils déjà affronté les voisins du Sud ? Le Suriname n'en a croisé qu'un seul dans toute son histoire, c'est le Venezuela lors des Jeux centro-américains des Caraïbes, justement, en 1990, défaite 2-0. Il y a eu aussi pas mal d'occasions manquées. Le Suriname aurait dû, c'est ce qu'il avait été envisagé un temps, être l'un des deux adversaires du mois de mars 2023 de l'Argentine, récente championne du monde. Il y avait eu Panama, ça aurait dû être le deuxième match, et le Suriname a été finalement remplacé par Curaçao. On trouve aussi côté Suriname quelques matchs de qualification pour les Jeux Olympiques de Rome, pour les jeunes donc, qui étaient partagés avec l'Argentine, le Pérou et le Brésil lors d'un tournoi organisé à Lima, alors que la CONCACAF n'existait pas encore. Mais rien d'autre. Pour le Guyana, on va trouver un match amical face à la Bolivie en 2012, et puis c'est tout. On peut regarder aussi au niveau des clubs, et au niveau des clubs, on trouve les Surinamais de Transvaal, double vainqueur de l'ancienne CONCACAF Champions, qui aurait dû croiser Independiente, l'Argentin, vainqueur de la Libertadores, pour ce qui s'appelait à l'époque la Copa Interamericana, mais l'édition de 1975 a été annulée. Là aussi, encore un rendez-vous manqué, puisqu'il a été question de refaire ce match 30 ans plus tard, en 2005 donc, avant que le projet finalement ne tombe à l'eau. Alors pour trouver des traces d'équipes sud-américaines qui viennent croiser des équipes surinamaises, il faut regarder du côté des tournées brésiliennes des années 60 et 70, celle de Fluminense, celle de Botafogo, celle du Santos de Pelé en 1971 qui va affronter justement Transvaal, ou celle du Flamengo de 1969 dans lequel évoluait à l'époque Garrincha, un Flamengo qui d'ailleurs avait perdu 3-2 face à Transvaal. Aucune équipe, et pire, aucun joueur argentin n'a jamais foulé ces terres, ces petits bouts de Caraïbes donc solidement accrochés à un continent avec qui finalement ils n'ont jamais rien partagé sur le plan du football.